Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir Jean-Yves Jouannet. On est également très heureux, il faut le dire, parce que c'est la première soirée officielle en fait, de Caribe de 7, donc, qui en avait fait d'autres avant, mais donc qui est notre nouvelle associée et qui est la maîtresse de cérémonie de cette soirée. Donc je vais lui passer tout de suite la parole d'ailleurs. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais commencer par présenter Jean-Yves et puis on va parler ce soir de l'encyclopédie des guerres et de l'usage des ruines. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Yves il y a quelques mois et il faut dire que Jean-Yves a un parcours très impressionnant en tant que critique d'art et en tant qu'écrivain. Il a fait beaucoup de choses, il a enseigné l'art contemporain à l'Université de Paris 8, il a été commissaire de nombreuses expositions, il a animé des émissions de télé consacrées à l'art contemporain sur Arte. Il a été rédacteur en chef de la revue Art Press, il a fondé la revue Perpendiculaire et il est aussi écrivain et auteur de nombreux essais et romans, dont Artistes sans œuvre et l'usage des ruines, dont on va parler ce soir. Mais Jean-Yves Jouannet est aussi un homme libre et il y a quelques années, il a choisi en fait de donner un cours nouveau à sa vie. En mettant en application une exhortation de Enrique Villamatas à transformer sa vie en œuvre. Et donc il a créé et il anime tous les mois, depuis plus de 5 ans maintenant. En septembre 2008, oui. L'encyclopédie des guerres, donc c'est des conférences performances, on va en parler, qui ont lieu tous les mois à Beaubourg, au Centre Pompidou, et depuis 2010 dans un théâtre à Reims. Ce qui est extraordinaire en fait, c'est que Jean-Yves est à la fois l'auteur, le metteur en scène, l'acteur et le personnage de cette œuvre non écrite qui est l'encyclopédie des guerres. Donc comme je l'ai dit, on va parler de l'usage des ruines, mais je pensais que c'était important au début de consacrer un peu de temps à parler de l'encyclopédie des guerres. Je vais commencer par tenter d'expliciter un petit peu en posant quelques questions. Bon, Jean-Yves, vous avez sans doute toujours été fasciné par la représentation de la guerre dans la littérature, sans en être un historien ou un spécialiste de la guerre. Et donc, depuis plusieurs années, Jean-Yves lit exclusivement des livres consacrés à la guerre et se constitue une bibliothèque de guerre sur une période très vaste qui va de l'Antiquité jusqu'à 1945, en collectionnant d'une façon aléatoire, accidentelle, tous les livres, tous les récits, tous les traités techniques, tous les ouvrages qui traitent du sujet de la guerre, mais sans s'imposer nécessairement des lectures ou des ouvrages incontournables. Et donc au fil de ces lectures, il collectionne des citations, des anecdotes, des images, des récits qui forment le matériau, qui forment un cabinet de curiosité qui va être le matériau qui va constituer l'encyclopédie des guerres. Alors, vous avez dit c'est un livre qui est en train de s'écrire sur scène. Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit exactement? Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre au croisement de l'accident et de la passion? Oui, alors, c'est pas jouer le poseur que de dire que je sais pas trop ce que c'est. Ça a commencé en septembre 2008. C'est pas moi qui ai eu l'initiative de cette chose-là. C'est un monsieur qui s'appelle Roger Rothman à Beaubourg qui animait des séries de conférences qui s'appelaient Forum de société, qui m'a dit voilà. Je connais ta passion pour ce sujet, tu lis des bouquins de guerre, tu as envie d'en faire quelque chose, imaginons ensemble des conférences. Et il m'a un peu poussé, et ça a commencé en effet en septembre 2008, sous une forme qui n'est plus la même aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque séance est différente. C'était la 48e, c'est à laquelle tu as assisté, c'était la semaine dernière. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la première. Le principe, ou les principes cardinaux de cette entreprise, sont ceux d'une collection d'abord. C'est-à-dire que je collectionne des ouvrages non pas pour eux-mêmes, pour leur qualité propre, puisque je ne suis pas bibliophile. Comme Marianne l'expliquait, j'ai décidé il y a 4 ans d'échanger ma propre bibliothèque contre des livres de guerre. C'est-à-dire que, pour 2 raisons, c'est que d'abord, l'enjeu étant de lire tous les livres ayant été écrits et publiés en français, traduits ou publiés en français, ayant trait à tous les aspects de toutes les guerres, je n'ai pas l'économie, voilà, je ne peux pas m'acheter tous ces livres. Or, lors des premières séances, j'appelle ça parfois performance,
voilà, ça change d'intitulé, mais beaucoup de gens sont venus m'apporter des objets, des livres. Et comme j'ai toujours été gêné par les cadeaux, j'ai trouvé cette solution de les échanger, d'accepter ces livres qu'on m'amenait, mais de les échanger contre des ouvrages de ma propre bibliothèque. Alors, cette bibliothèque, elle est comme la vôtre, c'est une bibliothèque qui commence avec les premiers Jules Verne, en bibliothèque verte, à Chette. Je signale d'ailleurs que dans cette collection-là, j'avais lu déjà à 10 ans un livre qui s'appelle Le Grand Cirque, qui raconte l'épopée d'un chasseur de la RAF. Ça m'a troublé a posteriori de savoir qu'à 10 ans, on refourgue aux jeunes gens des récits de guerre comme faisant partie de cette famille plus large du récit d'aventure. Donc Le Grand Cercle de Klosterman. Et puis des livres qui sont des romans. Il y a très peu de philosophie dans ma bibliothèque, beaucoup de poésie, beaucoup de livres d'art, puisque j'ai été critique d'art, comme vous le disiez. Et donc, le protocole, c'est le suivant, c'est que dans des lieux qui m'invitent, ça peut être une librairie, comme c'était le cas à l'Atelier, qui est une librairie à Jourdain, dans le 20e, ou un centre d'art. J'amène à peu près 1 millier de mes livres. J'y mets aussi des ouvrages de moi en tant qu'auteur. C'est un signe pour moi important pour signaler que ce n'est pas un vide-grenier. Ce sont mes livres. Et parmi ces livres, ma foi, il y a des livres que j'ai lus, des livres que je n'ai pas lus, des livres que j'ai adorés, des livres très importants, des livres sans importance. C'est représentatif d'une bibliothèque classique. Et donc les gens m'amènent les mémoires de Churchill ou l'Anabase de Xénophon ou la Pharsale de Lucain. Quand ces livres je ne les connais pas, que je ne les ai pas, eh bien on échange. Alors ils prennent ce qu'ils veulent dans ma bibliothèque, je ne les conseille pas, je ne suis pas libraire en l'occurrence, je n'ai pas choisi le livre qui m'amenait, je ne choisis pas pour eux le livre qu'ils vont prendre. Et comme je suis un grand maniaque, j'ai des espèces de cahiers où je note les entrées, les sorties, et je mets un très beau tampon dans les livres qui intègrent la bibliothèque de guerre. Et ce sont ces livres que je lis. Alors, le but du jeu n'est pas de créer la plus grande bibliothèque de guerre du monde. C'est absurde parce que l'idée c'est de les lire et que je suis tout seul à faire ça. C'est un petit artisanat un peu laborieux comme ça. Et je prends les livres et je les feuillette. Je les lis et je prélève comme ça des passages qui renvoient précisément aux entrées de l'Encyclopédie des guerres. Alors les entrées de l'Encyclopédie des guerres ce sont des entrées alphabétiques. Il y en a 833 aujourd'hui. La première, ça a été longtemps Amour, ça a été Abeille après, puisque je nourris l'encyclopédie au fil de mes lectures, donc il y a des nouvelles entrées qui sont créées, qui viennent s'intercaler entre des entrées préexistantes. Aujourd'hui, la première entrée de l'encyclopédie de guerre, c'est une entrée qui s'appelle Abattre, mort. Abattre, entre parenthèses, mort, qui est une expression qu'on retrouve dans la chanson de Roland, à 16 occurrences. Et en fait, cette entrée n'est construite que des 16 occurrences de Abattre mort dans la chanson de Roland. C'est une exception. La plupart des entrées sont constituées de citations émanant d'ouvrages très divers. Et j'en veux pour preuve peut-être la plus exemplaire et la plus ridicule d'un point de vue épistémologique, c'est celle qui s'appelle Boom. Alors l'entrée Boom, c'est une des plus longues, elle fait 36 pages aujourd'hui, et elle est constituée de l'inventaire systématique de toutes les onomatopées de guerre que j'ai trouvées dans les livres que j'ai lus. Donc il y a un tac-tac-pan à telle page de Brieux-La Rochelle, il y a un taratatata il y a beaucoup d'explosions chez Céline, des Vraum-Baum. Il y a des travaux Vraum-Baum aussi dans Les Nuits et les Morts, le premier livre de Miller, qu'il écrit, publié en 1948, qui est son premier livre. Donc c'est une collection de bruits de guerre. Et ces entrées, je les lis progressivement et maniaquement, je dirais, depuis 2008 sur scène, accompagnées de plus en plus d'images, qui peuvent être des extraits de films plus ou moins longs, des images, des bancs-titres, ce qu'on appelle des bancs-titres, des cartes, des cartes postales. Et j'en suis aujourd'hui à la lettre H, à Beaubourg, mais ça fait 3 mois que j'en suis à la lettre H. C'est-à-dire que l'été est passé par là et j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont invité à revenir en arrière. Donc la dernière conférence, on n'était pas du tout à H, mais je suis revenu à l'entrée bleue, à l'entrée épaulette pour contre-épaulette, chausson. Chausson aussi parce qu'il y avait une entrée absolument insipide qui s'appelle chaussure,
parce qu'il y a des entrées sans intérêt, hein, mais bon, je livre les choses au fur et à mesure comme ça. L'entrée chaussure, elle était née de la lecture d'un livre sur la bataille de Gettysburg, 1863, pendant la guerre de sécession, dont on dit que c'était le tournant de la guerre de sécession, mais moi je me méfie beaucoup, j'aimerais en parler avec un spécialiste comme Laurent. Je ne sais pas ce que ça veut dire un tournant dans une guerre. Je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y a un tournant dans une guerre, quel est le moment dans cette bataille qui était le tournant de la bataille? Est-ce que c'est tel tir de tel homme ou quel homme tombant à terre qui a été voilà, à quel moment ça bascule? Cette question de tournant, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, de Gettysburg, on a dit que c'était le tournant de la guerre parce que, après cette bataille, le Sud n'avait plus remporté de victoire jusqu'à sa défaite finale. Et on raconte que le général Lee et le général Meade se rencontrent à Gettysburg, non pas pour s'affronter, mais parce qu'on a dit de part et d'autre qu'il y avait un stock de chaussures à Gettysburg, et qu'il fallait chausser ces soldats dépenaillés. Et donc cette bataille de Gettysburg naît à partir d'une rumeur liée à des stocks de chaussures. Et donc il y avait un ensemble d'anecdotes plus ou moins intéressantes sur les missives adressées par Napoléon à ses généraux pour préparer des stocks de chaussures pour l'armée napoléonienne qui partait vers l'Allemagne, pour voilà, plein d'anecdotes. Sur les espadrilles aussi, on s'est beaucoup battu en espadrille dans la guerre d'Espagne. Il y avait des sous-entrées espadrilles, Godillot évidemment, et puis il y avait une sous-entrée chausson. Et la sous-entrée chausson, elle était née parce que j'avais lu dans un Historia, un numéro spécial que mon grand-père m'avait donné il y a très longtemps, consacré à l'histoire de la cavalerie française, l'anecdote sur la charge c'est une grande charge de 1870, Reichshoffen, Mars-la-Tour, enfin cette bataille qui a 3 noms au moins. Et on y donne la description d'un colonel de cavalerie, des dragons je crois, mais qui avant la charge enlève ses bottes fortes pour chausser les chaussons. Il va charger en chaussons. Bon, alors cette sous-entrée m'avait un peu interloqué, et cet été je suis tombé sur plusieurs choses. D'abord sur le portrait de Berthelot, qui est ce général qui dirige l'état-major de Joffre, dont on dit qu'il était toujours en chaussons. Et puis, quoi d'autre aussi, très intriguant aussi, mais je l'ai oublié, qui a valu à la sous-entrée chausson de devenir une entrée à part entière. Voilà, donc ces entrées, elles existent, et puis elles sont... Je trouve que les entrées, justement, elles sont très représentatives de l'esprit de l'encyclopédie. Et à la fois le sujet immensément sérieux de la guerre, et en même temps cette espèce de posture de naïveté, de candeur qu'on voit dans les entrées comme chaussons, ou comme boucherie ou triperie. Je suis tombé sur glouglouter, ça m'a quand même fait quelque chose. Alors glouglouter, oui, parce que dans glouglouter, qui est ce terme dont on fait souvent usage pour décrire cette manière dont certains blessés glougloutent, blessés de telle manière, soit par la voie buccale ou dans la aorte, qui font que la tentative de profération de vocables produit une espèce de glougloutement sanguin, on dit glouglouter. Mais moi j'ai fait le rapprochement avec 4 gargouilles, merveilleux objets qui ont été prélevés sur la cathédrale de Reims après son bombardement en 1914. Elle a flambé en 1914. Et le toit en plomb a fondu intégralement. Et les gargouilles ont joué là leur fonction, puisqu'il s'agit d'évacuer les masses liquides, de la pluie en l'occurrence, mais là c'est du plomb qui a fondu, c'est figé, parce que ça fond très vite, mais ça se fige très vite, après des écarts de température très brefs. Et donc ces 4 gargouilles sont des gueules du plomb. Et c'est 4 objets absolument sublimes, et j'ai fait le rapprochement entre ces types de glougloutement. Mais pour rebondir sur ce que disait Hugues, moi ce qui m'intrigue beaucoup dans l'Encyclopédie des guerres, c'est la part d'humour involontaire souvent. Ces entrées pour le moins fantaisistes, comme Chausson en effet. Et j'allais dire simultanément, ce que j'essayais d'expliquer à Laurent tout à l'heure, cette question tellement profonde et qui m'inquiète tant, et qui est si sérieuse à mes yeux, et à laquelle je ne sais pas répondre, en quoi la guerre me concerne, qui est une question pour moi extrêmement grave. J'ai pleuré une fois, c'est pas pour faire le malin, l'intéressant, je dis oui, j'ai pleuré une fois pendant l'Encyclopédie des guerres, à l'entrée exécution, je ne sais pas si Germinal était là ce jour-là, ou j'ai quasiment pas pu finir, et c'était l'entrée exécution, et donc c'était
des citations et des images de peloton d'exécution, les chemins de la gloire, évidemment le fameux extrait. Et j'ai lu 2 lettres d'un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Erduin. Alors le lieutenant Erduin était fusillé en 1916. Et donc l'histoire du lieutenant Erduin, c'est qu'il est aux avant-postes avec ce qui lui reste de soldats, très peu, ils n'ont plus de munitions, ils boivent leur urine depuis 48 heures, ils vont être faits prisonniers, il arrive à rapatrier sur les lignes arrières ses survivants. Il écrit à sa femme, ce jour-là il lui écrit, c'est une lettre très simple, pas du tout très simple, il dit voilà, il lui raconte l'enfer qu'il a vécu et en lui disant je te raconterai plus tard, il ne s'agit pas là de... Je n'ai pas été un héros, mais en tout cas je t'embrasse, nous nous verrons bientôt, je suis vivant et tu embrasses notre fils. Et le lendemain, il est convoqué par le colonel, dont son unité dépend, qui lui dit « Vous avez abandonné votre poste sans ordre, vous allez être passé par les armes. » Et il a juste le temps d'écrire une seconde lettre à sa femme, pour lui dire qu'il ne la reverra pas, et qu'elle dit surtout à son fils qu'il n'est pas un lâche. Et il donne quelques indications. Il lui dit, si tu veux récupérer mes affaires, tel prêtre, je ne me rappelle plus son nom, un aumônier militaire, détiendra mes affaires et tu lui réclameras, etc. Après, il y a d'autres lettres que je n'ai pas lues parce que je n'ai pas pu les lire. C'est une lettre de la veuve en 1921 adressée au ministre de la Guerre de l'époque qui lui demande réparation et le brave homme lui dit, écoutez, il est un peu trop tôt, certes votre mari était passé par les armes de manière abusive, mais je peux vous donner 10 000 francs de l'époque. Et c'est des années plus tard que le lieutenant Erduin a été réhabilité et une rue porte aujourd'hui son nom à Reims, ville dont il est originaire. Et la question qui s'est posée pour moi, c'est pas tellement de constater cette émotion très forte, mais d'essayer de saisir ce qu'était la source de cette émotion. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous si vous pleurez souvent, moi ça m'arrive rarement, j'ai pas pleuré à la mort de mon père. Voilà, c'était ça. C'est ce que j'ai. Pourquoi je n'ai pas pleuré à la mort de mon père et que j'ai pleuré à l'évocation de la mort d'un monsieur qui était mort en 1916, dont je ne connaissais pas le portrait, dont je n'avais jamais vu une image, je n'ai toujours pas vu d'ailleurs un portrait de lui, dont je n'ai jamais su si c'était un héros, un homme, une femme, ou un... Je ne sais pas qui il était, est-ce qu'il a mérité les larmes que j'ai versées sur... Voilà, c'est cette énigme-là, entre chausson et exécution, qui existe pour moi l'encyclopédie des guerres. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chose assez inexplicable pour moi, parce que je change d'optique un petit peu à chaque fois. Je me dis parfois, oui, c'est comme un grand livre de cut-up que j'écrirai, mais qui ne sera jamais un livre, puisque Marianne l'a précisé. Cet objet-là, qui est une collection littéraire, n'a à aucun moment l'ambition de devenir un livre. Pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai encore besoin entre 15 et 20 ans pour arriver à Zouave. Et que, en plus, parce que plus ça avance, plus c'est lent. En fait. Parce qu'il y a statistiquement plus de raisons de... Oui, voilà. Et puis parce que je trouve que c'est la forme idéale pour cette chose-là, que cette succession de moments vivants, en tout cas avec un public, sur une scène. C'était très intéressant pour moi, qui avait déjà publié quelques livres, sans jamais penser être un écrivain, mais je me suis dit, avec l'encyclopédie des guerres, j'ai trouvé la forme idéale. J'ai trouvé un lien idéal avec ce que je pensais être la littérature. Pour moi, ça c'est la littérature. C'est-à-dire de pouvoir remanier sans fin, de préciser des choses approximatives qui le demeureront, sans souci. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est qu'un brouillon d'une chose qui n'a pas commencé à s'énoncer. J'ai toujours l'impression d'être au début de quelque chose, d'être en train d'essayer de fixer le protocole de cette entreprise. Et je me disais, mais ces quelques livres que j'ai publiés, je ne les ai pas reniés, mais je me disais, mais je n'écrirai plus jamais. Je ne trouverai jamais un plaisir similaire, de même nature, à écrire un livre. En fait, l'usage des ruines a été une trahison. Je l'ai vécu sérieusement comme ça. Je me suis dit, je me suis menti à moi-même, même si l'usage des ruines est une extension de l'encyclopédie des guerres.
c'est un livre, je ne peux pas le nier, ça, c'est un livre, mais qui est né, c'est comme si l'Encyclopédie des guerres était une mine, pour moi, où j'étais au fond, voilà, je prélevais des choses que je ramenais à la surface. Je pourrais même peut-être parler de cette mine-là au sens psychanalytique, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, même si je ne sais pas ce que c'est que la psychanalyse. J'ai l'impression de réinventer quelque chose de manière brute. Pour moi, c'est de l'art brut, l'Encyclopédie des guerres. Je ne sais pas de quoi je parle, mais j'essaye d'avancer dans une obsession. Et donc, dans l'Encyclopédie des guerres, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'intriguent. Et cette histoire de siège, le siège des villes, est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et le livre est né de ce focus particulier sur ces moments des guerres que j'avais traversés. Et là, j'écris un autre livre, qui sera peut-être jamais un livre, mais sur les châteaux de sable. En fait, qui est aussi une entrée accidentelle qui est née avec l'entrée barrage. Parce que barrage, je parlais de barrage au sens d'artillerie, le barrage roulant, le barrage... Et puis je l'ai entendu différemment. Je me suis revu avec mes enfants en faisant des châteaux de sable. Je dis ces châteaux de sable sont des barrages. Et évidemment, je ne parle pas des concours de beaux châteaux, où il s'agit de refaire Vaux-le-Vicomte sur la plage de Dunkerque. Hein. C'est vraiment... ça n'a rien d'artistique. C'est comment on construit le mur de l'Atlantique à chaque fois et on essaye de résister à la marée. Comment cette activité-là, qui est vue comme anecdotique, familiale, estivale, ludique, est pour moi empreinte. C'est un geste de guerre dont j'essaie de trouver la source. Et je la trouve très très loin dans le passé, en fait, dans la Rome antique. Donc, barrage, les châteaux de sable, est aussi une piste qui naît dans l'Encyclopédie des guerres, une entrée de l'Encyclopédie des guerres. Une chose qui me frappe, moi, c'est l'écart entre la durée, l'ambition extraordinaire de faire cette œuvre qui doit durer 20 ans, 15 ans ou 20 ans, et en même temps la modestie de la démarche. Alors ça c'est intéressant parce que quand je parlais de psychanalyse, dont je disais je ne sais pas ce que c'est, j'étais amené avec l'Encyclopédie des guerres à me poser des questions très personnelles sur l'idée que j'avais de moi-même. C'est-à-dire qu'en effet, je me suis toujours vu comme quelqu'un de modeste qui ne veut rien dire. C'est toujours des notions très tordues, hein. C'est vraiment des... mais du fait de mes origines sociales, du fait de... Voilà, bon, voilà. La modestie, on va dire un truc comme ça, qui est obscène, mais bon. Et parce qu'à partir d'encyclopédie, par rapport à Artistes sans œuvre et un livre que j'ai fait sur l'idiotie, je me suis dit, mais je vais essayer de tester ce que serait un artiste sans œuvre. C'est de se consacrer du temps à faire une chose qui ne serait pas une œuvre. Une chose qui serait juste du temps. Partagé ou pas, je peux tout à fait imaginer, et Beaubourg est d'accord, si plus personne ne vient à l'Encyclopédie des guerres, que je puisse continuer tout seul dans ma salle à continuer. Voilà, donc ça c'est assez beau, comme ça me plaît bien. Puration avec un public, je vous l'accorde, mais ça peut marcher sans aussi. Et donc cette idée de faire un livre qui ne serait pas un livre, une œuvre qui ne serait pas une œuvre, qui serait juste une succession de moments qui ne survivraient que dans la mémoire des gens qui ont assisté à certaines d'entre elles. Et je me suis dit en même temps, drôle de modestie que cet enjeu-là, parce que c'est complètement pharaonique et mégalomane dans le même temps. Et c'est vrai que c'est une question très intrigante pour moi. Et je me la pose d'autant plus crûment que l'Encyclopédie des guerres, c'est la première chose dans ma vie dont je sois fier. Être fier de quelque chose, ça veut dire, je crois, être capable de dire à quelqu'un, venez voir, c'est bien. Je sais pas, ou quelque chose comme ça. C'est à ça qu'on peut repérer. Il y a peut-être d'autres critères, mais en tout cas, moi, je le repère à ça. Venez voir, c'est pas mal, hein, ce que je fais. C'est cette chose très enfantine. Hein. Viens jouer à mon jeu. Voilà, Et donc oui, l'usage des ruines a été un peu un livre qui a été une trahison parce que j'avais l'impression de revenir dans une formule un peu... je sais pas comment dire, quoi. En plus, il ne devait pas s'appeler l'usage des ruines parce que j'aime pas le titre. Il devait s'appeler Obsidional, qui est un titre que je trouve très beau. Et puis l'usage des ruines, ça fait un peu l'usage du monde. Je trouve un peu prétentieux, un titre un peu poseur, justement. Et voilà. On va parler de l'usage des ruines, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'Encyclopédie des guerres. Il y a quand même un troisième terme, c'est que c'est quand même filmé. Et que donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de traces.
Et que donc entre le pharaonique et le modeste, il y a quand même ça. Et c'est quand même donc, c'est ce qui est aujourd'hui qui compte. Et puis en ce qui concerne le fait de... il y a quand même quelqu'un, bon, enfin, je sais pas, il n'est pas le seul, mais au Louvre en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas finies, qui sont ultra finies, qui s'appellent les esclaves de Michel-Ange. Donc le fait de faire des choses et pas terminer, d'esquisser, quand même, c'est pas... Voilà, c'est de l'œuvre vraiment. Le non finito, c'est vraiment de l'œuvre. Oui, peut-être, mais en tout cas, Laurent, je répondrai sur la question des films. En effet, il a raison, toutes les séances sont filmées à Beaubourg. Pas spécifiquement l'Encyclopédie des guerres. Beaubourg filme tout ce qui se passe dans leur salle de conférence. Je ne suis pas pour, je suis contre depuis le début. Pour une raison très simple, c'est que ces captations se retrouvent sur les sites de Beaubourg, mais aussi sur Dailymotion, qui sont des escrocs. Et que les images que j'utilise ne sont pas négociées en termes de droit. C'est-à-dire, je peux prendre... Là, j'ai utilisé 13 minutes d'un film extraordinaire qui s'appelle Thunderbolt, qui est sorti en 1947, qui fait partie de cette série de 7 films produits par les Américains sous le titre Why We Fight, pourquoi nous battons dans la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait trop de publicité faite à l'utilisation de ces films. Et donc, c'est un mauvais tour que me joue Beaubourg en filmant. Et c'est un mauvais tour de les transmettre, ces films, à Dailymotion. De surcroît, il ne peut pas y avoir d'utilisation a posteriori de ces films pour ces raisons-là. Pas de collection de DVD envisageable, etc. Donc, oui, il y a une trace qui me gêne plus qu'autre chose. Et parce qu'elle corrompt un peu, alors je ne parle pas de pureté ou de... Voilà, j'aime bien cette idée... peut-être un peu romantique, de moments de parole, point. Quoi. Et sur le non fini alors? Oui, alors le non fini, moi il me rassure, il me plaît. Mais là, j'en parlerai pas en termes artistiques, j'en parlerai en termes psychologiques. C'est-à-dire dans le sens où, quand vous entamez une collection, vous ne rêvez pas à son achèvement, vous êtes toujours à la quête d'une perle rare, du timbre qui n'existe. Voilà, donc je suis toujours, et ça c'est quelque chose d'assez rassurant pour le coup, parce que c'est la 6e saison. C'est vrai qu'en juin, il y a toujours, non pas une lassitude, mais un moment de... Voilà, mais c'est absurde, c'est tellement absurde cette entreprise, ça rime à rien. Raconter des choses sur des choses que je ne connais pas. Mais là, je sais que septembre, je suis très excité. Voilà, je suis content d'y revenir, donc ça, c'est toujours très, très rassurant. Juste une chose par rapport à l'édition que j'ai eue avec Laurent tout à l'heure sur le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir a priori. C'est aussi quelque chose qui a évolué par rapport au début, qui finit par être un petit souci pour moi en termes de plaisir. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup, et c'était très rassurant d'être dans cette position déclarée et réelle de non-savoir. Je ne savais rien, enfin j'ai lu des livres, mais je n'ai pas fait mon service militaire, je ne connais pas les grades de l'armée française, de quoi je parle. Et au bout de 6 ans, évidemment, je finis par... Voilà, je peux avoir des idées sur les mouvements de la phalange hoplitique voilà, entre celle d'Athènes et celle de... Oui, et ça finit par m'intéresser, je finis par connaître des choses. Ce qui donne parfois des choses très désagréables à mes oreilles, où je m'entends parfois pérorer de manière un peu doctorale. Et là, je me rattrape tout de suite, je dis, voilà, on oublie tout de suite. Bon, et puis ça va pas... Bon, j'oublie beaucoup de choses, mais voilà, ça va pas aller en s'améliorant, puisque je finis par savoir des choses. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de fraîcheur, enfin ouais, cette innocence, elle est première dans l'entreprise. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, l'usage des ruines, c'est comme un pas de côté à l'Encyclopédie des guerres. On pourrait dire, c'est des portraits en fait, on pourrait dire que ça fonctionne par entrée. Oui, aussi, oui. Donc ce livre, c'est un essai, c'est 22 portraits en fait, à travers les époques, à travers le monde, de chefs militaires, de journalistes, de militaires qui sont férus de littérature ou simplement de témoins, qui ont été pris un moment dans l'absurdité de la guerre. Et ces personnages, alors ce qui est dit, c'est qu'ils ont tous en commun d'avoir reconnu une forme d'obsession au contact
de la guerre, ou souvent d'un moment de siège ou d'un moment de destruction. Et c'est pour ça que le livre est sous-titré Portrait Obsidiono. Moi personnellement, Obsidiono. Moi personnellement, j'aime beaucoup le titre. L'usage d'héroïne. Oui, l'usage d'héroïne. Et ce que je trouve intéressant, parce que évidemment quand on pense aux ruines, c'est plutôt les traces, enfin en tout cas les ruines de guerre, c'est les traces de la destruction, c'est les traces de la guerre. Donc la preuve de ce qui a été détruit. Et en fait, dans pas mal de ces portraits, les ruines, elles deviennent le socle de la mémoire, ou alors elles deviennent un objet de pouvoir dans certains de ces portraits. Il y a par exemple le portrait de Albert Speer, donc l'architecte du Troisième Reich, qui imaginait de construire des monuments pour les nazis, dont les ruines devaient à terme refléter la permanence et l'immortalité du Troisième Reich. Et donc, dans son portrait, on raconte qu'un de ces monuments a été détruit et enseveli par les Alliés sous les ruines de guerre de Berlin. Donc, je trouvais ça assez fascinant, cette inversion en fait de la ruine de guerre qui devient un objet de mémoire. Alors, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est évidemment l'érudition de Jean-Yves, mais aussi le côté poétique. Puisque souvent on est dans des épisodes de siège, dans des épisodes de latence dans lesquels le conflit est suspendu, avec des personnages qui rêvent le conflit ou alors qui sont dans ces moments un peu de creux. Et donc le récit est marqué par cette ambiance. Il y a 2 récits dans le livre qui sont construits sur des photos et qui justement reflètent particulièrement bien cette ambiance de latence. Et il y a notamment donc un récit, je ne sais pas comment on prononce, d'un homme qui s'appelle Emmanuel Evzerikin, qui a été photographe pendant la bataille de Stalingrad en Russie, et donc qui a pris un cliché très connu d'une fontaine dans Stalingrad, qui représente une guirlande d'enfants dansant autour d'un crocodile. Et en fait, cette fontaine est restée le seul monument debout à la fin de la bataille de Stalingrad, dans une ville qui était complètement réduite en poussière. Je vous propose qu'on lise ce portrait. Donc, la bataille de Stalingrad s'engagea fin août 1942. L'âpreté des affrontements s'intensifia au rythme de la destruction de la ville. Plus les quartiers se délitaient, plus labyrinthiques se faisaient les décombres. Se multipliaient de la sorte les positions défensives, les sites d'embuscade, les caches, les tanières, les passages. La ville de Staline fut meulée pierre à pierre, abrasée en gravière étale, éparpillée en farine minérale. On remarqua que peu à peu tous les animaux avaient quitté cet enfer. La nuit surtout, des hordes de chiens sautaient dans la Volga et nageaient furieusement vers l'autre rive. La plupart étaient entraînés par le courant. Les troupes assiégées du général allemand von Paulus résistèrent, mais le manque de ravitaillement, la rigueur de l'hiver et les assauts soviétiques eurent raison des défenseurs. Mais aussi le tango. Les unités du NKVD en charge de la propagande et de la guerre psychologique du côté soviétique avaient braqué leurs haut-parleurs vers les positions allemandes. Des journées durant, ceux-ci diffusaient des milongas très lentes, musique à haut coefficient mélancolique, afin d'aggraver le moral de l'ennemi. On raconte qu'il faut faire usage de tous les modes de prédation, que certains même furent inventés là. Création pure ou adaptation brutale du règne animal. Effectivement, les animaux avaient fui le champ de bataille. Les hommes les remplaçaient. L'écrivain Vassili Grossman les regardait faire. Cela l'effrayait passionnément, la manière dont il s'était substitué à eux. Une nuit, dans le quartier d'Octobre Rouge, il crut voir une scène dont il ne put longtemps se dépêtrer. Des soldats au pelage de hyène s'ameutaient en des tressautements fébriles. Ils furetaient au pourtour d'une placette démolie sous la lumière de la lune. Le silence était altéré par des cliquetis de grenades sur les plaques de ceinturon, par des gémissements écailleux. Les hyènes installaient un paquet entre 3 blocs de pierre, ficelant l'ensemble avec des gestes lents. La nuit ne semblait pas être en lien avec cette lenteur, ce qu'ils faisaient exigeait seul d'eux qu'ils se montrent méticuleux. Le temps s'éclipsa et créa le matin. Dans sa première lueur, Vassili Grossman découvrit un blessé allemand, à moitié inconscient, qui continuait à gargouiller. Parce que ce n'était peut-être plus des mots, et qu'il s'agissait d'une langue étrangère, et que cet homme n'était plus vraiment vivant, jusqu'à la clavicule, son bras droit manquait, son sang coulait. Ce ruissellement devait produire un bruit, comme tout phénomène, mais il aurait fallu coller son oreille pour le percevoir. Et puis le boucan des canons reprenait le dessus. Le blessé avait été piégé. Un pain de dynamite et 2 grenades glissaient dans son ventre. Le métal des œufs pyrotechniques prenait lentement la température du corps. On escomptait que ses amis, à l'appel de ses gémissements, viendraient lui porter secours et qu'une hécatombe s'ensuivrait. Trac à la part.
Ainsi chasse-t-on les crocodiles sur les rives du Zambèze. La dépouille d'une jeune antilope éclaboussée de son sang attire les prédateurs hors de l'eau pour les amener sous le feu des fusils. Tandis que les combats touchaient à leur fin, Hitler promut Paulus maréchal pour le décourager de toute reddition. Hitler attendait de Paulus qui se suicida plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Malgré cela, Paulus et son état-major se rendirent le lendemain, le 31 janvier 1943. Le 2 février, les débris de la 6e armée allemande capitulaient. De nombreuses photographies des combats nous sont parvenues. Les monuments industriels des silos, les péniches blindées sur la Volga, les silhouettes furtives de combattants sortant de chatières, progressant dans des postures jusqu'alors inobservées dans le règne animal. Et puis, il y a le célèbre cliché pris par Emmanuel Evzerikin le 23 août 1942, juste après une attaque aérienne allemande. On y voit, miraculeusement préservée au milieu d'une place détruite, une sculpture plus immobile qu'aucune autre. Elle représente 6 enfants, main dans la main, dansant une ronde autour d'un crocodile menaçant. Construite en 1933 pour orner la place Privoxalnia, devant la gare centrale numéro 1, elle sera encore filmée par les soviétiques en 1946 avant d'être rasée 2 ans plus tard pour n'être jamais reconstruite. C'est une fontaine, une source tarie, asséchée par la fournaise des combats. Elle représente un groupe d'enfants du Komsomol, composition bizarre qui trouve son origine dans un conte russe pour enfants intitulé Barmaley, écrit en 1929. Petits enfants, pour rien au monde n'allez en Afrique, n'allez pas vous promener en Afrique. En Afrique, il y a des requins, en Afrique, il y a des gorilles, en Afrique, il y a de grands méchants crocodiles. Emmanuel Evzerikin couvrit comme photographe toute la bataille de Stalingrad. La ronde enfantine dont il capte le souvenir ce jour-là deviendra le symbole du tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, de ce duel à mort dans le coude de la Volga. Ce groupe demeurera en effet à l'issue des combats la seule construction encore verticale dans Stalingrad évanouie. Ce phénomène physique a été repéré en bien des villes soumises à l'épreuve de la guerre. Sur de vastes étendues d'immeubles, rasés, demeurent souvent, au croisement de rues disparues sous les gravats, des statues préservées sur leur socle. D'où de pitoyables scènes au cœur de désert encore souillées de nuées. Tel ce poilu qui a chuté du sol d'un monument aux morts dans un bourg normand après le débarquement du 6 juin 1944, retombé sur ses pieds, il semble en être descendu de lui-même et marcher vers un horizon qui n'existe plus. La ville qu'il abritait et dont il ornait la place centrale s'est volatilisée. Le type de matériaux utilisés pour ces sculptures publiques n'explique que pour une part leur résistance, leur entêtement. Pour l'autre part, on ne peut s'empêcher d'envisager superstitieusement ces prodiges, au même titre que ceux rapportés par Tite-Live, loup pénétrant dans le camp d'une légion, essaim d'abeilles sous le toit du prétoire, statues saignant au forum, qui troublaient les Romains au milieu de leur guerre. À Stalingrad, c'est ce crocodile orné de sa guirlande d'enfants qui reste seul. Qu'est-ce que le photographe a décelé dans ce reptile de ciment menacé par la joie enfantine qui l'assiège? Car c'est d'un siège encore dont il s'agit, une folie baroque et obsidionale. Une autre image de la même guerre, sur un autre continent, dans un film de fiction cette fois, suggère une interprétation de ce cliché. Durant la guerre du Pacifique, 16 000 marines débarquent le 7 août 1942 sur l'île de Guadalcanal. Le film La ligne rouge de Terrence Malick s'inspire de cette bataille. Tandis que l'île est quasiment sous contrôle américain, que la tension des derniers affrontements se relâche, une scène s'immisce. Un crocodile vivant a été capturé. Il est gigantesque. Ses mâchoires sont entravées. Son corps immobile repose sur le plateau d'un camion. Autour de lui encerclent des soldats américains, lesquels ont dû le capturer et le regardent maintenant. Ils semblent le regarder depuis longtemps, au point de ne plus le voir. Regard déjà très ancien, de l'âge de la guerre même. Nul sentiment ne transparaît sur leur visage. L'énorme prédateur préhistorique n'est pas un trophée. Il ne symbolise pas le mal abattu. Il n'est pas l'ennemi. Ce que les soldats croient voir là, c'est la manifestation tangible de leur propre cerveau dit reptilien, de cet outil de 400 millions d'années qui se souvient de l'époque où des poissons sortaient de l'eau pour devenir batraciens. Le film est pailleté d'images leitmotiv d'un paradis antédiluvien. Les soldats, à moitié nus, nagent sous l'eau, s'ébattent avec des enfants à la manière de dauphins. Ce premier cerveau, responsable de la haine, de la peur, de l'hostilité, de l'instinct de survie, de la hiérarchie, du clanisme, du besoin d'un chef, il se tient devant eux. Ce cerveau qui intimide le néocortex dans les situations irrationnelles et violentes, ce ressort tendu du meurtre, les soldats l'ont élevé sur un socle. Dans le crocodile, les hommes ne voient pas la guerre, ils se découvrent en guerriers. Merci. J'avais oublié qu'il y avait plein de choses inventées dedans, en fait. Enfin, plein de choses. En fait, le soldat allemand piégé, Grossman n'a jamais vu ça, il n'a jamais décrit ça. J'avais oublié. En fait, il y a... Ça, c'est à la fois la marque de la fantaisie et de l'inculture. C'est-à-dire que quand il manque des choses, j'invente. Je préfère... Et il y a, parmi ces portraits, des personnages qui n'ont jamais existé. Mais comme dans l'encyclopédie des guerres, il y a des gros morceaux de fiction. Un artiste sans œuvre. Oui, bien sûr, oui.
Et c'est pas du tout par goût de la supercherie littéraire, pour le coup. C'est encore une fois parce que on sait qu'on ne va pas vivre 1500 ans sur Terre et donc on n'a pas le temps de lire tous les livres, donc autant inventer ce dont on a besoin. Enfin, c'est vraiment comme ça que je... Pardon ? Je vais ressortir, je vais noter. C'est libre de droit. Une des choses qui est vraiment frappante dans ce livre, c'est que cette image de la guerre, elle est construite justement sur ces creux, ces échos, au travers des rêves, au travers des moments suspendus du combat. Et pourquoi avoir choisi de montrer la guerre de cette façon-là, dans ces échos? Pour deux raisons, je crois. D'abord parce qu'il y avait cette question, c'est que un film de guerre ou un livre de guerre s'empare souvent de moments très typiques qui sont l'offensive, qui sont l'affrontement, qui sont sur des lieux qui sont le champ de bataille, etc. Évidemment, le sort réservé au siège est mineur. Alors évidemment, il y a des grands récits sur... Grossman, il est journaliste quand il est à Stalingrad. Et, il écrira deux grands livres, Pour une juste cause et Vie et destin, merci. Donc oui, il y a des livres, il y a des films sur... on parlait de cette fontaine à Stalingrad. En fait, elle était détruite en effet, mais Jean-Jacques Hano l'a fait reconstruire comme élément du décor de ce film qui s'appelle Duel, qui est l'histoire de l'affrontement de deux snipers, un Allemand et un Russe, dans le décor de Stalingrad dévasté. Voilà, les destins. Et donc oui, il y a des récits, mais tellement minoritaires d'un point de vue statistique par rapport à ce que les grandes batailles napoléoniennes ont pu produire en termes de récits, plus ou moins romancés. Donc le nombre de civils qui meurent à Leningrad, alors je ne parle plus de Stalingrad, mais à Leningrad, évidemment, dépasse le nombre de morts à Hiroshima. Alors c'est vrai que c'est pas un élément, c'est pas un argument, c'est pas du tout un élément non plus pour un auteur qui déciderait d'écrire sur la guerre. Mais en tout cas, j'ai toujours été troublé par le fait que, parce qu'il ne se passerait rien pendant les sièges, si ce n'est des morts, l'enjeu narratif est nul, quoi. S'ajoute à cela le fait que, et c'est pour ça que je tenais à ce que ce livre s'appelle obsidional, et je reviens sur cet adjectif très beau et très rare en français, on parle, obsidional vient d'obsidere en latin, et obsidere produit dans notre lexique à la fois obsédé et assiégé. Être obsédé par une idée, c'est être assiégé par une idée. C'est être, voilà, l'obsession, c'est être assiégé par une idée. Ce qui me semble être le propre d'un artiste en général, d'un écrivain en particulier. Et donc, c'était une espèce de portrait caché de moi en obsédé, assiégé par mon idée de la guerre, ne sachant pas comment m'en dépêtrer. Et c'est vrai que ce régime de l'obsession est très particulier, si on part du principe qu'en effet, l'obsession est une idée, mais qu'un régime pathologique. C'est-à-dire que on a tous des idées dans le quotidien, des idées plus ou moins, comme à quel moment on va faire ses courses, tout ça, c'est ou des choses à plus long terme, ou plus ambitieuses intellectuellement. Mais ces idées, qui peuvent être aussi des sentiments, constituent un panorama, un paysage à partir duquel nous, on peut se déplacer, on peut s'éloigner d'une idée, l'oublier, la laisser de côté. L'idée qui est l'obsession, elle nous assiège. Donc on n'a pas de manière, on n'a pas de solution de l'évacuer, de la repousser, on est assiégé. Donc c'est ce qui m'intéressait dans le terme obsidional qui renvoie aussi à... On parle dans les villes assiégées soit de fièvres obsidionales. Les fièvres obsidionales sont des maladies, des torpeurs liées à la sous-alimentation souvent, mais à l'anxiété très particulière des villes assiégées. Mais on parle aussi de monnaies obsidionales. Dans les villes assiégées durant un temps long qui fait que la monnaie s'est épuisée et qu'il faut, à défaut d'argent, de bronze, frapper monnaie sur du cuir par exemple, ou des ersatz de matériaux qui, pendant le temps du siège, font office de monnaie. Donc on appelle
cela des monnaies obsidionales. Et voilà, donc j'aimais beaucoup, je préfère Obsidional à Pourquoi il n'a pas été gardé? Parce que c'était joli. Mais oui, mais c'était adapté. Si l'éditeur a trouvé que oui, c'était incompréhensible. Mais moi, j'aime bien ne pas comprendre. Moi, je suis pas paranoïaque. J'ai plein de défauts, mais je suis pas paranoïaque. Je me dis, mais justement, enfin, c'est pas. On a l'impression que les gens sont snobs quand ils utilisent des mots peu communs, mais je trouve que. Au contraire, on va tous voir dans un dictionnaire, voir ce que c'est obsidional. Moi, Par rapport à ce que tu indiques là, c'est curieux. Enfin, il y a un livre qui est sorti en juin d'un écrivain argentin qui s'appelle Alfonso Laiseca, qui s'appelle L'aventure d'un romancier atonal. Et c'est assez étonnant parce que c'est un livre qui est écrit tête bêche, 100 pages d'un côté, 100 pages de l'autre. Et ça raconte en fait l'histoire d'un romancier qui a écrit le roman ultime, 15 000 pages. Donc le truc normalement qui n'est impubliable. Et grâce en fait à un éditeur fou qui veut perdre de l'argent parce qu'il veut se ruiner, et grâce à la critique française, qui fait la traduction, le bouquin a un succès phénoménal, enfin tout le monde a un bouquin de 10 000 pages. Et puis pour des raisons qui ne m'appartiennent pas d'évoquer, ce bouquin ensuite s'effondre, disparaît, et il en reste un fragment miraculeusement préservé, qui est celui donc, qui est présenté au dos, et qui raconte en tout et pour tout un siège fictif, parce que c'est un siège où des armées moyenâgeuses assiègent Minsk avec des dinosaures, donc c'est assez particulier. Mais j'avais pas réalisé jusqu'à là à quel point il y a d'un côté un écrivain totalement fou et obsédé, et de l'autre côté c'est la description d'un siège. Quand même, coïncidence. Il y a aussi le complexe obsidional en psychiatrie. Oui. C'est-à-dire le complexe de persécution. Ah voilà, d'accord. c'est paranoïaque en fait en français. Oui, mais c'est plus que c'est pas simplement la paranoïa, c'est l'idée de c'est plutôt utilisé en psychologie sociale d'ailleurs, c'est l'idée des gens qui développent ce qu'on appelle justement le complexe de la forteresse assiégée. C'est-à-dire de penser que tout le monde leur en veut. C'est valable en politique, par exemple. On dit que les gens de tel parti développent un complexe obsidional. Il y a l'obsidienne aussi, il y a la pierre. Ah oui, mais ça concerne les guerres aztèques. Il y a une entrée obsidienne aussi dans l'encyclopédie des guerres. Les Aztèques utilisaient pour... il y a une entrée obsidienne dans l'encyclopédie des guerres. Parce que l'usage était grand de cette pierre chez les Aztèques pour les armes, pour les épées de sacrifice en particulier. Qui peut tuer les morts vivants dans Game of Thrones. Je reviens à la question de pourquoi avoir fait un livre, parce que je pense qu'il y a énormément de parallèles entre l'usage des ruines et l'encyclopédie des guerres. Je veux dire, l'obsession pour la guerre et pour sa représentation, le fait que ça soit un livre qui est construit par entrée, le fait qu'en plus dans la préface on apprend que le véritable auteur du livre c'est Enrique Villamatas, et que donc ce qui fait de toi par conséquence plutôt un personnage de tous les personnages du livre. Donc c'est vraiment une démarche très proche. Et alors pourquoi justement avoir produit ce livre? Oui, en fait, quand j'ai fini les portraits, c'est un livre qui ne me plaisait pas beaucoup parce que je le trouvais très, très mort. Et ça, je sais maintenant parce que j'avais en tête cette expérience très vivante pour moi de l'encyclopédie des guerres. Je me suis dit, voilà, c'est un musée de la guerre avec ces petites scénettes, ces petits dioramas sous des cloches, comme je me rappelle avoir découvert adolescent aux Invalides, ce grand diorama sous vitrine des plages du débarquement qui n'existe plus aujourd'hui, je crois. Mais enfin, c'est un grand souvenir de... Voilà, mais c'était mort et j'ai eu l'idée d'Enrique Villamatas, mais je ne vais pas raconter l'histoire avec Enrique Villamatas, mais en tout cas c'est lui qui a sauvé le livre, en tout cas, qui m'a donné envie de le faire, de le sortir, donc je lui dois beaucoup. Après, quand je dis que c'est une trahison, c'est surtout une grande frustration. C'est-à-dire que une fois publié, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien sur la guerre de sécession, pourquoi il n'y a rien sur... J'aurais voulu aussi l'écrire à l'échelle de l'encyclopédie des guerres, qui n'est pas de terme à cette collection-là, qui est une sous-collection. Donc c'était très énervant. Voilà, donc c'est un livre qui m'énerve un peu aujourd'hui, qui m'énerve, il m'encombre un peu. Oui. Une chose qui est très belle dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'images de liens entre la guerre et la littérature. Il y a notamment le portrait
du colonel, enfin, il était colonel Archinard. à l'époque, Archinard, donc qui a participé aux conquêtes coloniales en Afrique occidentale, notamment la conquête du Mali. Et alors il y a cette phrase fantastique. Archinard est un militaire, autrement dit un homme qui croit en la littérature. Oui, alors ça, ce sont des présupposés un peu hérétiques, mais bon. En tout cas, je peux répondre sur deux. Moi, j'ai toujours été très étonné à l'époque où les mémoires de De Gaulle ont été proposés au bac. Non, c'était quoi Terminal L. Comment Au terminal L, ouais. Terminal L, donc programme de terminal, donc les mémoires de guerre. J'ai été très très étonné de ce type d'interrogation, parce que le fait est que De Gaulle est un écrivain. Enfin, il n'y a pas comme César est un écrivain, comme Xénophon est un écrivain. Le prince de Ligne est un écrivain, évidemment, et je partais du principe, et ça c'est quelque chose sur quoi je suis beaucoup revenu dans le cadre de l'encyclopédie des guerres, sur le fait que César aurait écrit Commentaire sur la guerre des Gaules, aurait fait la guerre en Gaule pour écrire Commentaire sur la guerre des Gaules, et pas l'inverse. Que tout César n'était pas César, et tout le poussait à faire la guerre en Dacie, sur le Danube, mais pas en Gaule. Enfin, l'enjeu n'était pas... Mais il y avait en Gaule un mystère, une civilisation, la religion des druides, ces grandes forêts, tous ces matériaux propres à nourrir un grand livre. Et Michelet en parle de César comme ça. Il le dépeint entre deux crises d'épilepsie portées par ses légionnaires dans les grandes forêts de chênes de la Gaule, à la recherche d'un matériau littéraire à la hauteur de son génie. Et il ne va pas à Gergovie, il ne va pas faire le... Non, il va écrire un livre qui va s'appeler Commentaire sur la guerre des Gaules. Et c'est un livre capital dans l'histoire de César, dans l'histoire de pourquoi il vient jusqu'à nous, César, pourquoi il devient César, c'est parce qu'il écrit ce livre-là. Et enfin, je le pense, en tout cas, c'est que des hommes ont fait la guerre pour écrire des livres. Voilà. Des hommes ont fait... Xénophon était très vieux quand il part en campagne. Il a envie d'écrire la nabase. Voilà, il a besoin d'une expérience pour... Alors, évidemment, que j'ai aucune... Enfin, je rêve éveillé en disant ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup cette idée-là. En tout cas, elle me plaît infiniment. Et c'est ce que je sous-entends avec cette phrase-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'usage des ruines? Il y a un autre portrait dont je voulais parler, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est le premier, Naram Sin, Oui. roi d'Akkad. Donc, c'était un monarque du premier empire qui dominait la vallée de l'Euphrate, donc 3 millénaires avant aujourd'hui. Et donc, il s'est emparé de la ville d'Ebla et il a détruit cette ville par le feu. Et cette ville était la capitale d'un empire qu'on ne connaissait pas. Et en fait, grâce à cette destruction par le feu, les archives de la ville, qui étaient 17 000 tablettes d'argile, ont été conservées. Et c'est grâce à cette destruction, en fait, qu'on a eu la connaissance de cet empire qui est parvenu jusqu'à nous. Et je trouvais ça justement fascinant par rapport à cette notion de la destruction qui permet la mémoire. Oui, la perpétuation et l'héritage. Oui. Est-ce qu'il y avait une volonté justement de faire émerger ce paradoxe Non, en fait, j'ai tiré un peu à l'aveugle à chaque fois. Dans chacun de ces portraits, je n'avais pas la morale de l'histoire à la fin. Je me suis laissé guider par l'intuition, comme dans le cas de l'encyclopédie des guerres, où je bricole encore une fois avec ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Et ça arrive à des points, comme j'avais oublié cette histoire du crocodile. Voilà, j'arrive à des points qui me satisfont, qui me disent quelque chose qui me touche de l'idée que je me fais de la guerre. Mais il n'y a jamais eu à aucun moment un programme d'écriture avec voilà, j'aimerais démontrer ça ou j'aimerais montrer ça. Non, tout ça c'est quand même une somme d'accidents, plus ou moins heureux, mais oui, j'étais contente de découvrir cette histoire véridique pour le coup, là, de cette bibliothèque d'argile sauvée par le feu, puisque cuite, et qui a pu être transmise jusqu'à nous, et que le nom même d'Ebla a été sauvé par sa destruction, quoi. Et oui, ça me touchait, quoi.
il y a un accident positif aujourd'hui, un hasard objectif dans le fait qu'on est en train de parler là aujourd'hui, c'est qu'il y a deux actualités, deux coïncidences. D'une part, c'est aujourd'hui qu'a été annoncé la suppression de 32 000 postes dans l'armée française. Donc là, il y a la question du fait de ne pas avoir fait le service militaire et du fait que on ne peut pas ne pas penser qu'il y a un rapport dans le fait de faire l'encyclopédie des guerres avec la suppression du service militaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la suppression du service militaire et qu'est-ce qu'on a à en dire? C'est un, entre guillemets, mais pas un sens péjoratif du terme, traumatisme. C'est un acte grave qui n'a été pas du tout commenté, qui n'a pas du tout été commenté. Par Chirac, je veux dire, le fait qu'il ait supprimé ça brutalement, presque du jour au lendemain, sans discussion vraiment au Parlement ni dans la société. C'était dans ses promesses de campagne. Oui, oui, mais il n'y a pas eu de discussion. Les promesses de campagne de l'UMP ne sont pas vraiment le fruit d'une discussion démocratique à la base. Mais c'est bien de le faire remarquer. Mais en tout cas, donc c'était un acte comme ça. Et alors que la guerre est tellement importante dans l'histoire de France, depuis toujours, depuis si longtemps en tout cas, puisque la France n'existe que par la guerre. L'État, la France c'est l'État, et l'État, le fait qu'il y a un droit du sol en France, c'est le droit du sol, parce que tous ceux qui naissent en France appartiennent au roi pour le service du sang. Bon, c'est ça qui fait la spécificité de la France, par exemple, par rapport à l'Allemagne. Et justement, c'est la deuxième coïncidence, il n'y en a que deux, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale allemande. Et que donc, je pense, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, peut-être 15 fois, je pense que dans l'encyclopédie des guerres, il y a un grand autre, c'est l'Allemagne. C'est le domaine allemand, c'est toujours la langue allemande, le domaine allemand. L'autre jour, sur le bleu et l'uniforme bleu, c'était des roulettes. Enfin, mais c'est pas, encore une fois, tout ça c'est objectif. Enfin, on se parle souvent, c'est toujours objectif. C'est pas péjoratif ou tout ça. C'est un fait, c'est-à-dire, c'était vraiment des roulettes. Pourquoi et il y a plein de raisons, il n'y a pas à justifier, mais c'est comme ça. Donc il y a deux coïncidences. Il y a d'une part la suppression du service militaire, enfin le fait qu'il y ait 32 000, là, vraiment, et puis c'est des drames pour certaines villes, etc. Puis c'est dingue, quoi. 30 000, 32 000, c'est beaucoup. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Et puis, par ailleurs, au moment même où la France se fait remarquer, à intervenir au Mali, à avoir failli intervenir en Syrie, parce qu'on a découvert aussi aujourd'hui les plans, on vient de savoir ce que Hollande a failli faire. Et au même moment, il y a 32 000 en moins. Et puis par ailleurs, c'est la fête nationale allemande. Deux coïncidences. On fera plus attention la prochaine fois quand on choisit une date. Non, mais je ne savais pas. C'est ce qu'on appelle le hasard objectif. Mais non, c'est l'après-coup, c'est bien. Il faut constater. Mais sur l'Allemagne alors, quoi? Ou silence? Non, mais quoi dire il y a le fait avec l'encyclopédie des guerres, évidemment avec les commémorations de la Première Guerre mondiale, Voilà. J'ai été approché, on va dire, voilà, qu'est-ce que ce monsieur pourrait faire sur 14-18? Moi, je n'ai rien à faire sur 14-18. Je n'ai rien à faire spécifiquement sur... Moi, je ne suis pas historien, encore une fois. Si je raconte l'encyclopédie des guerres, c'est parce que j'ai l'intuition que ce phénomène est une seule et même chose. Enfin, qu'il n'y a pas... Voilà, qu'il n'y a pas c'est histoire de tresser les faisceaux qui font que la guerre du Péloponnèse est la même chose que 14-18. D'ailleurs, une guerre où on a fait en sorte d'opposer une Athènes et une Sparte nouvelle. Hein. Donc, oui, l'Allemagne est le grand autre dans l'histoire, certainement. Mais dans l'encyclopédie des guerres, pas forcément dans l'histoire. Dans l'encyclopédie des guerres, pour une raison très simple, c'est que j'expliquais tout à l'heure la manière dont j'accumulais de la documentation. Et que les livres qu'on m'amène sont à 75% des livres sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Que, je ne sais pas, je ne connais pas les catalogues des éditeurs d'histoire en France, mais enfin, j'imagine que, hormis, à l'exception les épopées napoléoniennes, la littérature dans le domaine est énorme. C'est concentré sur, alors évidemment, c'est pas l'Algérie, c'est pas l'Indochine, c'est Première Guerre et Seconde Guerre mondiale. Donc,
Le fait est que statistiquement, je lis beaucoup de choses dessus et que ça porte sur beaucoup sur. Après, j'ai dit une chose un jour qui m'a beaucoup intrigué et je m'en suis beaucoup voulu. Je ne sais plus quelle entrée c'était, mais je parlais d'un monsieur qui s'appelait Victor Klemperer, Oui. philologue allemand, qui était la chaire de philologie et de langue romane à l'université de Dresde, et qui, en tant que juif, même s'il était marié à une Arienne, a été, n'a pas été déporté jusqu'en 1945. En tout cas, Il n'a pas été déporté. il n'a pas été déporté, Non, non. sauf le 13 février 1945, qui est le fameux jour du bombardement sur Dresde, le 13 ou le 14, je ne sais plus, la date m'échappe, enfin, c'est février 1945. Et c'est le jour où, alors que l'armée rouge est à 100 km, et les nazis décident de liquider les derniers juifs. Et donc il est emmené à la gare, et c'est le jour du bombardement, le soir du bombardement, qui lui vaut de s'échapper. Et j'ai dit une chose, c'est vrai, j'ai dit oui, il fallait que 40 000 Allemands meurent pour que Klemperer soit sauvé. C'était quelque chose de très étrange pour moi parce que j'essaye à chaque fois, et c'est même pas un effort, de rester dans cette innocence-là dont je parlais, cette espèce de bricolage très... Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. Je veux dire par là que ce sont des bouts de texte, des bouts d'images, et je bricole des choses qu'on peut recevoir, entendre politiquement, idéologiquement. C'est pas mon travail à moi. Et là, il y a eu une espèce de cri du cœur très... Oui, on aurait pu me prendre à partie sur une phrase comme ça aussi. Mais en Allemagne, il y a des dizaines de personnes qui disent ça. Oui, non, mais d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est le seul moment où j'ai dit quelque chose de très précis concernant le sort du peuple allemand. Voilà, qui était tout à fait a priori répréhensible parce que très... voilà, c'était très... Il est culte en Allemagne, Victor Klemperer. Tout le monde a Victor Klemperer chez soi. C'est pas le problème. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'usage des ruines. En tout cas, c'est possible après, à la pause, de poser des questions à Jean-Yves pendant que vous venez faire signe. J'ai une question. Est-ce que dans l'avancement du projet, vous avez l'impression de progresser sur votre question centrale? C'est-à-dire pourquoi la guerre me concerne? Pourquoi l'encyclopédie des guerres? Pourquoi cette émotion? Alors, je peux répondre par rapport à la Syrie et à l'actualité. C'est-à-dire que la guerre ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce terme d'être intéressé par est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. On est tous des gens, des animaux intelligents. Notre curiosité elle est à l'épreuve tous les jours. On s'intéresse au réchauffement climatique, aux résultats sportifs, si on voit tout au prix de la vie, à l'environnement, à l'avenir de nos enfants. On s'intéresse à beaucoup de choses. Moi, la guerre, elle fait autre chose que m'intéresser. Elle me tracasse, elle me perturbe, etc. Cette guerre jusqu'en 1945, qui est la mort de mon grand-père paternel, mort en 1945. La guerre, la Syrie aujourd'hui, oui, ça m'intéresse. Mais je ne suis pas schizophrène. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je m'intéresse à l'actualité, ce n'est pas le même qui est tracassé par la guerre. Donc, moi, j'essaye de répondre déjà à cette question. Pourquoi il y a cette césure en 1945 ? Pas d'un point de vue stratégique, polémologique, scientifique, mais d'un point de vue émotif. Et j'en arrive à cette chose-là, qui est une hypothèse, c'est que ce grand-père mort en 1945, que je n'ai pas rencontré, puisque mon père n'avait que 3 ans quand il est mort noyé sous l'uniforme français, et toute l'encyclopédie des guerres lui est dédiée, et a un sous-titre qui est « Comment se faire raconter les guerres par un grand-père mort », qui est le détournement d'une œuvre de Beuys, comment raconter les tableaux ou l'art à un lièvre mort. Moi, c'est comment se faire raconter les guerres par un grand-père mort. Parce qu'aucun homme dans ma famille, évidemment, ne m'a pris sur ses genoux pour me raconter ses faits d'armes. Et c'est le bonheur de ma génération. Et en même temps, j'essaie de me débrouiller tout seul. C'est-à-dire que cette encyclopédie des guerres, je l'édifie, je la bâtis sous le portrait de ce grand-père, mort à 31 ans, comme une espèce d'hommage renversé. Comme si je produisais cet héritage qu'il aurait dû me transmettre. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle cette histoire des guerres s'arrête en 1945. Non, pour répondre à la question,
j'ai parfois des espèces de flashs comme ça, de début d'intuition, et puis ça tombe à l'eau très vite. Je me dis, bon, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi. Je suis pas pressé de savoir en même temps, parce que je m'amuse bien. Lui, c'est le moteur. Oui, oui, exactement. Ouais, oui, oui. Non, puis ça ressemble beaucoup à, je sais pas si c'est un nom, ces jeux pour les enfants, vous avez des numéros 1, 2, 3, 150, 170, et puis vous les reliez, puis ça dessine un hippopotame ou un papillon, ou la tombe de votre maman. Ouais. Et ben moi j'ai l'impression de ça, c'est de relier des petits points comme ça, de collection, chaussons, armure, et puis je me dis peut-être qu'un jour ça dessinera une figure. Voilà. Je suis pas tellement plus avancé. Avant de conclure, sauf s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais parler un peu de quelques autres livres, notamment ce livre de Stig Dagerman qui s'appelle Automne allemand, parce que Stig Dagerman donc, a un chapitre qui lui est consacré dans l'usage des ruines. Donc Stig Dagerman, c'est ce journaliste suédois qui est surtout connu pour son court écrit « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et il a été envoyé comme journaliste donc en 1946 ou en 1947 en Allemagne pour rendre compte de l'état du pays. Et c'est un témoignage assez bouleversant sur l'état de l'Allemagne en 1947 et aussi sur l'état apathique du peuple allemand, sur lequel les Allemands eux-mêmes ont très peu écrit. Et donc Stig Dagerman à cette époque n'avait que 23 ans, il était extrêmement jeune. Il pensait être neutre en étant suédois, être un témoin, voilà, et pouvoir rester extérieur. Et en fait, il y a cette scène extraordinaire que Jean-Yves raconte dans l'usage des ruines, où il est dans un train et toutes les personnes qui traversent des paysages de ruines et personne ne regarde le paysage, il est le seul à regarder. Et du fait qu'il est le seul à regarder, voilà, on l'identifie comme un étranger et il ne peut pas rester en fait dans cette posture neutre. Et bon, après, ça a été... Ce qui est extraordinaire, c'est son intégrité, le fait qu'il ait gardé les yeux ouverts dans cette situation, ce qui a été certainement pour lui fatal. Donc c'est l'objet d'un chapitre magnifique dans l'usage des ruines aussi, et ce témoignage est assez extraordinaire. Alors je voulais aussi parler des deux livres de Xavier Boissel, Paris est un leurre et Autopsie des ombres, parce que je trouve qu'il y a énormément de... Oui, extraordinaire. Marianne me l'a offert, je ne l'avais pas lu, c'est un livre passionnant. Donc Paris est un leurre, c'est aussi une évocation de la guerre à travers un creux, en l'occurrence un leurre. Donc c'est l'état-major français qui avait ce projet à la fin de la Première Guerre mondiale de construire un leurre de Paris. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous ici qui connaissent déjà ce livre. Donc de construire un leurre de Paris pour tromper les bombardements allemands. Et donc la tradition du leurre dans la guerre, évidemment, elle est assez ancienne. Et, Xavier Boissel en rappelle ici les principales étapes, du cheval de Troie au char gonflable pendant la guerre en Irak. Ce qui est très beau dans ce livre, c'est aussi la dimension que en fait, ce leurre de Paris, c'est un peu l'enfance du leurre, même s'il est arrivé beaucoup plus tard, bien après d'autres leurres, mais parce qu'il était inachevé, il a été décidé à la fin de la guerre. Et donc Xavier Boissel part sur les traces de ce faux Paris et il tire un parallèle entre ce leurre de Paris pendant la Première Guerre mondiale et ce que Paris est devenu aujourd'hui. On a l'impression que la ville elle-même est devenue un leurre. Et c'est aussi moi j'ai beaucoup pensé à Sebald, c'est une dérive aussi dans des lieux qui sont censés être des traces mais où il n'y a pas de traces en fait. Donc c'est moi je me suis senti très très proche de cette aventure-là en tout cas. Et je voulais aussi Xavier Boissel nous a fait la gentillesse de venir Oh, bah alors, ça tombe bien. Et je voulais parler aussi d'Autopsie des ombres, donc qui est le premier roman de Xavier qui est paru à la rentrée, dont le héros, Pierre Narval, pourrait avoir son portrait dans l'usage des ruines. Donc c'est un casque bleu dans une guerre qui n'est pas nommée, mais qui est la guerre en Bosnie. Il revient de Bosnie et il a vécu justement cette guerre qui est fantomatique, où il n'a pas vraiment vécu directement le choc du combat, mais il a été en contact avec un morceau de guerre à travers les ruines et à travers la mission qu'on avait donnée au casque bleu, qui était d'éliminer tous les animaux errants qui restaient dans une ville qui avait été évacuée. Et donc voilà, c'est cette espèce de guerre déréalisée qui revient le hanter à son retour. C'est vraiment un très beau roman. Et évidemment, artiste sans œuvre.
Pas de guerre, je crois. Mais... qui est dans la veine très très érudite, qui est un essai plus ancien, qui parle des artistes qui ont choisi justement de ne pas produire d'œuvres, en tout cas pas au sens classique du terme, pour des raisons qui sont très précises, mais qui sont aussi très variables pour chacun des artistes qu'on trouve dans Artistes sans œuvre. Alors il y a beaucoup d'artistes réels, il y a Marcel Duchamp, Valérie Larbaud, Jacques Rigaud, et puis au moins quelques inventions. C'est un livre auquel il faudrait consacrer une soirée entière, parce que c'est un livre magnifique de légèreté, d'érudition. Je tiens quand même, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans cette librairie, mais tous les amateurs de Borges doivent lire ce livre. Bah ouais, Évidemment, je pense. Il y a des pages magnifiques sur Borges, qui, tout en haut moi, de ce livre. l'encyclopédie des guerres, c'est du Borges déjà. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Bah oui, c'est évident. Moi, je pourrais me permettre de rajouter un titre qui est un livre qui était très important pour moi. J'ai parlé de Sebald tout à l'heure en point de vue. C'est De la destruction comme élément de l'histoire naturelle, chez Actes Sud, qui est un livre très singulier, qui a été très important pour moi dans le déclenchement même de l'encyclopédie des guerres. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, mais on peut boire un verre. Sous les mains.